Chapitre de physique sur la mesure du temps et sur la relativité restreinte. Alors dans ce chapitre, on va parler de la vitesse de la lumière, de temps propre et de temps impropre, qu'on appelle aussi le temps mesuré, et de la dilatation du temps. Alors on va essayer d'expliquer tout ça, de secouer tout ça et de comprendre quelles sont les conséquences de cette relativité restreinte mise en place par Einstein. Avant de pouvoir parler de relativité restreinte, de formules, on va repartir du départ, et le point de départ de notre chapitre à nous, c'était le muon. Alors partout dans l'espace, on a des particules qui se baladent avec une très haute énergie et surtout avec une très grande vitesse. Alors elles proviennent de rayons cosmiques. Et la plupart de ces rayons cosmiques sont des protons qui vont rentrer en collision avec des molécules de l'atmosphère et ça va créer des nouvelles particules, notamment les neutrinos, les pions et les muons. Donc ceux qui nous intéressent, nous, ce sont les muons qui vont interagir avec les noyaux des atomes. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas sensibles aux interactions fortes. Donc du coup, ils vont interagir avec eux et ils vont pouvoir traverser une partie de l'atmosphère et tout ça sans être désintégré. Alors bon, il ne faut pas rêver, ils n'ont pas une durée de vie éternelle, ces muons, elle est très courte, mais par rapport aux neutrinos et aux pions, largement suffisante pour pouvoir être étudiée. Alors ceux qui ont mis en place cette expérience, c'est Rossi et Hall. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont deux scientifiques, ils ont décidé de mesurer un flux de muons en haut d'une colline. Donc, il y avait environ 2000 mètres d'altitude de cette colline et ils se sont rendus compte que au final, ils arrivaient à détecter des muons, qu'ils soient en haut de la colline ou en bas de la colline. Donc si on regarde sur le schéma, on a 563 muons par heure en haut de la colline et 408 en bas de la colline. Donc ça leur a posé un petit problème. Pourquoi? Parce que le muon est censé avoir une durée de vie très courte et que donc il finit par se désintégrer. Il a beau avancer à une grande vitesse, très logiquement, si on prend sa vitesse et son temps de vie, on pourrait obtenir la distance qu'il est capable de parcourir au maximum. Et c'est là que ça se complique, parce que si on fait cette opération-là, on trouve que le muon, il est capable de parcourir environ 450 mètres. Or, ils ont réussi à détecter des muons en haut de la colline, en haut du mont Washington, et en bas de la colline, alors que c'est séparé par 2000 mètres. Ils se sont donc dit qu'il y avait un problème à tout ça. Problème qui va pouvoir être interprété par la relativité restreinte. Cette relativité restreinte va nous dire que le temps pour le muon n'est pas le même que le temps pour nous qui sommes sur la Terre. Autrement dit, parce que le muon voyage à une vitesse extrêmement rapide, le temps va passer entre guillemets plus vite pour lui que pour nous. Donc sa durée de vie qui lui est propre, qui est de l'ordre de 2 microsecondes, à peu près 1,6, 1,5, 2 microsecondes, prenons ça. Donc 2 microsecondes, c'est son temps de vie à lui, dans son référentiel à lui. Sauf que, comme il va très vite, ce temps-là n'est pas le même pour nous qui sommes immobiles sur la Terre. Du coup, son temps de vie, à l'œil humain, est beaucoup plus long. Il est 100 fois plus long à l'œil humain. Autrement dit, le muon va pouvoir parcourir, pour nous, qui le regardons, une distance beaucoup plus grande. Alors, vous pouvez mettre pause, lire l'intégralité du texte qui est là, et on va continuer à expliquer cette histoire de dilatation du temps en prenant les postulats d'Einstein. Donc Einstein, il est parti du fait que la vitesse de la lumière est constante et qu'elle a une certaine valeur qu'il a été capable de mesurer. Donc il a utilisé ses découvertes pour mettre en place la théorie de la relativité restreinte. Donc basée sur deux postulats, les lois de la physique s'expriment de la même façon dans tous les référentiels galiléens et la vitesse de propagation, qu'on appelle aussi célérité, de la lumière dans le vide est indépendante du mouvement de la source lumineuse. Elle est invariante, cette partie-là la plus importante, dans tout changement de référentiel galiléen. Autrement dit, elle est invariante, point. Et
sa valeur est connue, donc nous, dans les calculs, on prend tout le temps 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Il y a une valeur bien plus précise qui est donnée dans de nombreux livres qui peuvent vous être rappelés le jour du bac, mais que vous ne devez pas connaître par cœur. La vitesse de la lumière, c'est donc en fait une vitesse limite qu'aucune particule ne peut dépasser. C'est la vitesse de la lumière, rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Bon, prenons un exemple. On est dans une fusée, cette fusée se déplace à grande vitesse. Dans la fusée, on a un laser qui va envoyer un rayon lumineux qui va taper sur un miroir au plafond et redescendre et atterrir dans le détecteur. Si on est dans le référentiel de la fusée, le mouvement du rayon lumineux, c'est il monte, il redescend. Autrement dit, la distance parcourue par le rayon lumineux, c'est ça plus ça. Comme la vitesse de la lumière est toujours la même d'après le postulat d'Einstein. Cette vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Si on s'occupe, cette fois-ci, d'être dans le référentiel d'une autre fusée immobile qui regarde passer la première, ou d'un astronaute qui serait dans l'espace et qui regarde passer la fusée qui avance à grande vitesse. Le personnage qui est dans la fusée va faire la même chose, il va envoyer de la lumière sur le réflecteur et cette lumière va revenir dans le détecteur. Sauf que comme la fusée avance, la trajectoire lumineuse sera jusqu'au miroir et du miroir jusqu'au détecteur. Si on est un observateur dans l'espace, rappelez-vous. C'est ce trajet-là que nous voyons pour la lumière. La lumière n'a pas le même trajet. Si elle n'a pas le même trajet et que la vitesse est censée être la même, le temps, lui, n'est pas le même. C'est logique. Forcément. Puisque si la distance n'est pas la même, le temps ne sera pas le même. Ce qui veut dire que pour deux événements identiques, à savoir le rayon lumineux tape sur le miroir et revient dans le détecteur, on a un certain temps ici et un autre temps dans ce cas-là. Donc deux temps différents pour observer la même chose. Le temps va s'écouler de manière différente pour les deux observateurs. Celui qui est placé dans la fusée, ce temps-là va correspondre au temps propre et l'autre, le temps vu par l'observateur qui est à l'extérieur de la fusée, va s'appeler le temps mesuré ou le temps impropre. Donc, avant de continuer de voir les formules, on va mettre en place les définitions. Définitions qu'il faut que vous connaissiez. Alors, on parle de référentiel propre d'un objet, c'est le référentiel dans lequel cet objet est immobile, c'est-à-dire c'est son propre référentiel. Si on étudie le mouvement d'une balle dans un train, le référentiel propre sera le référentiel du train. Si on étudie le mouvement d'un objet dans un avion qui se déplace, le référentiel propre sera le référentiel de l'avion. En relativité, on va appeler événement un fait qui se produit en un point de l'espace à un instant donné. C'est ce qu'on appelle un événement. Donc l'événement, ça va être le personnage lâche la balle. Et comme ça, on va avoir un premier événement, un deuxième événement, et on va essayer de trouver la durée entre ces deux événements. Ce qu'on appelle durée propre ou temps propre, qu'on note souvent delta T0, mais qui peut être noté delta TP, enfin, plusieurs notations sont possibles. Donc la durée propre entre deux événements, c'est la durée mesurée par une horloge qui serait dans le référentiel propre. Autrement dit, c'est la durée quand on se trouve à l'intérieur du véhicule qui est en déplacement. La durée mesurée, par contre, on a vu que les temps n'étaient pas les mêmes, qu'on va noter souvent delta T', qu'on appelle aussi le temps mesuré. Eh bien, ça va être la durée mesurée par une horloge qui est dans un référentiel galiléen en mouvement par rapport au référentiel galiléen dans lequel on mesure la période propre. Autrement dit, ça va être la durée mesurée pour un observateur qui, lui, n'est pas dans le véhicule en déplacement. Donc, qui est resté sur la Terre, qui flotte dans l'espace, peu importe. Il peut même être, lui aussi, en mouvement, tant que son référentiel est galiléen. On en arrive maintenant
à la formule. Le lien entre le temps propre et le temps impropre ou temps mesuré. Je vous rappelle, delta T0, temps propre ou durée propre, delta T', temps impropre ou temps mesuré. Eh bien, c'est le coefficient de Lorentz qui permet de relier les deux. Ce coefficient de Lorentz, gamma, c'est 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Dans cette formule, v carré, c'est la vitesse du véhicule qui se déplace. La fusée, le train, l'avion, le bateau, ce que vous voulez, le véhicule qui se déplace ou l'objet qui est en train de se déplacer. Donc, c'est la vitesse de l'objet. Elle est censée être très grande dans le cas de la relativité restreinte. C, c'est la vitesse de la lumière. 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, elle est invariante, rappelez-vous. Donc ce coefficient gamma, il est plus grand que 1. Autrement dit, si on reprend la formule ici, delta T' égale gamma fois delta T0, ça veut donc dire que delta T' est plus grand que delta T0 puisque gamma est plus grand que 1. Le temps ne s'écoule pas de la même façon si on est immobile ou si on est en mouvement à grande vitesse. Plus la vitesse se rapproche ici de c, plus ce rapport-là aura une valeur proche de 1, plus ici la racine aura une valeur importante, et donc plus il y aura une différence entre delta T' et delta T0. Voilà pour notre première vidéo. Je précise encore que le coefficient de Lorentz n'est pas à connaître par cœur, on vous le redonne. Vous devez être capable de définir le référentiel propre, de trouver les événements, de savoir à quoi correspond dans l'énoncé la durée propre, à quoi correspond la durée mesurée. On va vous donner l'une des deux et il faudra trouver l'autre à l'aide de la formule. Cette formule-là, vous êtes censé la connaître, savoir que delta T' est toujours plus grand que delta T0. Si vous faites un calcul et que ça ne correspond pas, c'est que vous vous êtes planté. Par contre, coefficient de Lorentz, il vous sera rappelé. Voilà ce que vous devez savoir sur cette première partie.